Accompagné jusqu'à 9h30 aujourd'hui dans cette émission du samedi, exceptionnellement aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 31 mai, le dernier jour du mois de mai. Préparez-vous à accueillir le mois de juin. Eh bien, Amel Haribi va nous dire si les températures sont de saison ou pas. En tout cas on le saura dans un tout petit moment. Le 31, c'est aussi la journée mondiale de lutte contre le tabac. Nous allons en parler aujourd'hui à travers un reportage signé Rachida Mahbout. Mais encore, nous aurons le plaisir de recevoir la rubrique habituelle du samedi matin, à savoir la rubrique vie professionnelle avec Yassine Yala. Aujourd'hui, il nous parlera du pitch professionnel, l'art de se présenter en 1 minute. C'est une performance, il nous en dira plus tout à l'heure, et comment bien sûr réussir cette performance. Nous aurons également à présenter aussi un nouveau film, et oui, là, le cinéma algérien va s'enrichir d'un nouveau film long métrage. Il s'agit donc du réalisateur Lotfi Bouchouchi qui viendra nous présenter son tout dernier film, La Gare Ain Lahjar. Bien sûr, on en saura plus à travers les acteurs, la distribution surtout, et surtout le casting qu'il a réussi à réunir à travers ce long métrage, et surtout la projection au grand public. Bien sûr, ça se fera à partir d'aujourd'hui, et bien sûr avec certaines villes d'Algérie. Nous aurons également à parler aussi agriculture avec notre invité qui a participé, qui est un des organisateurs de Filaha, le salon international de l'agriculture, et puis parler surtout de ses tenants aboutissants dans le domaine de l'agriculture, à savoir les semences, la production de semences algériennes, et surtout verser vers la sécurité alimentaire. C'est bien sûr l'enjeu principal de ces chercheurs et penseurs. Nous aurons à cet effet un chercheur qui viendra nous parler bien sûr de cela. Et puis on aura une belle histoire, une belle légende à découvrir, à faire découvrir aux téléspectateurs qui nous suivent, vous qui nous suivez d'ailleurs ce matin, la région de Ouled Djellel, qui nous parlera de cette dame qui a aussi enrichi l'histoire. Eh bien, un chercheur passionné qui viendra nous parler de Hani, une dame qui a séjourné dans cette région et qui est aussi été très importante. Il nous racontera, puisqu'il a écrit tout un livre, ça lui a pris plusieurs années de recherche, il nous en parlera en détail. Et puis des jeunes étudiants viendront nous parler de leur club, le CAP. Ils sont étudiants à la Polytech, l'école de Polytechnique. Ils viendront nous parler d'un challenge qu'ils donneront à partir du mois de juin, donc le 12, 13 et 14 juin, un challenge qui réunira plusieurs étudiants, et bien sûr ils seront là pour nous expliquer tout cela. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi ce matin. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin, et en tout cas jusqu'à 9h30 avec tous les invités, nos invités et surtout nos reportages. Alors, on avait pris comme habitude de faire découvrir à chaque fois une ville d'Algérie. Oui. Donc en arrière-plan, là ce qu'on est en train de voir, c'est Béjaïa. Béjaïa, une ville très éclairée aussi, très touristique, une belle ville côtière qu'on aime vous faire découvrir, et à chaque fois qu'on en a l'occasion, c'est une ville chargée d'histoire, n'est-ce pas, qui est très riche et qui a vu séjourner beaucoup de chercheurs et de savants dans cette ville qui ont fait des passages importants. Et puis bien sûr, c'est une ville qui est aussi nommée, appelée Bgaïth. D'accord, avec bien sûr, anciennement appelée Bougie, c'est la ville de la création de la bougie, et surtout c'est une belle ville qui va accueillir bon nombre de touristes cette année, comme chaque fois, bien sûr que ce soit saison estivale ou hors saison estivale. On vous invite aussi à faire un tour, pourquoi pas, et bien entendu les montagnes ne sont pas en reste avec bien sûr cette belle forêt de la région. Alors la mer et la forêt, une ville côtière, ville côtière à découvrir. Voilà, Amel. Vous avez fait la visite avec nous? Oui, très intéressant, très intéressant. Voilà, on vous laisse repartir comme la coutume le veut avec une belle chanson. Tikou Bawin? Oui. Alors, voilà, Anna Riwaya. Puis on se retrouve juste après avec nos premiers invités. إحساس حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية
عشناها لليل انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لي لا 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 لي لا لي لا لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا لي لا 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 لي لا لي لا انتي القمر في ليلة سمر كيفاش ننسى ابن البشر انتي القمر في ليلة سمر كيفاش ننسى Une très belle chanson qui est donc, on va la dédier à Yazid parce qu'il aime beaucoup. On l'a dédiée à Yazid, notre rédacteur en chef, qui est avec nous ce matin. Eh bien, on l'accueille comme il se doit. C'est Yassine Yala. Bonjour Yassine. Bonjour Amal. Vous êtes en forme? En forme, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, comme chaque samedi matin, vous êtes parmi nous. On va parler donc de votre rubrique vie professionnelle. Et à chaque fois, c'est une nouvelle découverte pour bien se présenter face à son futur employeur. Employeur, mais pas que. Hein, Pas que. La vie professionnelle, on parle de tout. On a déjà parlé des contrats de travail, C'est des ça. entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, c'est un thème qui est très en vogue. On en Oui. parle beaucoup et Oui. qu'on ne connaît peut-être pas, Pas assez. Pas assez. C'est récurrent, c'est comment faire son speech. Son pitch professionnel. Voilà. C'est le pitch, c'est le pas pitch speech. professionnel. Non, c'est le pitch professionnel ou D'accord. bien elevator pitch. Voilà, comme il l'appelle en Elevator, anglais. comme vous me disiez, l'ascenseur. C'est l'ascenseur. Voilà. On en reparle. Très bien, on en repart juste après ça. La cigarette pose Voilà, on va parler bien sûr de ce pitch professionnel, comment réussir à épater, on va dire épater ou séduire voilà. en une minute. En une minute, pas Minute plus. chrono, En une minute, voilà. pas plus. Alors justement, ce pitch professionnel, comme le disait notre ami Nourhuda Bouzgaou, c'est un outil indispensable, c'est un bijou de la communication. Alors que l'on soit étudiant, chercheur d'emploi, stagiaire, salarié, entrepreneur, ça permet justement de nous différencier des autres personnes. On va voir justement comment ça marche, le pitch professionnel, à quoi ça sert et surtout comment le réussir sans bafouiller C'est ça. et sans s'éterniser parce que l'objectif, il faut que ça soit court. Voilà, en court, 60 secondes. Succinct et efficace. Et efficace. Alors, c'est quoi finalement ce pitch? Alors, le pitch professionnel, ça vient de l'anglais, bien sûr, elevator pitch. Alors, elevator, c'est de l'anglais américain, ça veut dire l'ascenseur. Le pitch, c'est ce que vous proposez à quelqu'un pour obtenir quelque chose. Comme par exemple, ça vient du monde de la communication, de la publicité, du cinéma. Comme par exemple un scénariste qui a écrit un excellent scénario pour un film, mais qui doit pitcher cette idée de scénario à un producteur pour obtenir le financement. D'accord. Eh C'est ben, ça. on demandera à notre réalisateur tout à l'heure qui viendra sur notre plateau quel a été son pitch. Quel a été son pitch, mais il doit sûrement savoir ce que c'est. Alors, le pitch professionnel, c'est une présentation brève, courte bien sûr, claire, percutante de qui vous êtes, ce que vous faites, qu'est-ce que vous recherchez ou qu'est-ce que vous proposez. Alors, imaginez que l'on croise un recruteur ou un big shot, c'est-à-dire un grand PDG dans un ascenseur, en faisant peut-être la queue pour obtenir pour avoir un café, un potentiel client dans un événement, lors d'un événement professionnel, et on a une minute. Pas plus pour accrocher son attention. Alors, pourquoi ça s'appelle elevator pitch, le pitch de l'ascenseur? Parce que c'est juste le temps de faire le trajet en ascenseur. Si vous devez monter avec cette personne dans un ascenseur, Ça sera capital. exactement, et que vous descendez peut-être au 5e étage, vous descendez au 7e étage et lui descend au 5e étage, eh ben vous avez 60 secondes chrono
Pour épater. Pour épater, voilà. Et un bon pitch, justement, c'est une publicité qui est faite sur vous-même, sans prétention, sans artifice, mais avec beaucoup de clarté, beaucoup de confiance et beaucoup C'est d'efficacité. ça, la confiance est très La importante. confiance, absolument. Alors pourquoi c'est important? Alors pourquoi c'est important? Pour un certain nombre de raisons. Un pitch professionnel, c'est important parce qu'on n'aura jamais une seconde chance pour faire une très bonne première impression. La première impression, les gens l'ont de vous, la première fois où ils vous voient. C'est aussi important parce que ça soit en entretien, en réseau, quand on fait, c'est-à-dire en période de réseautage, en salon professionnel, en salon de l'emploi par exemple, ou même sur LinkedIn, le pitch te permet ou vous permet de vous présenter avec impact, de vous différencier et de créer justement l'intérêt chez l'interlocuteur. On en parlait juste avant le passage. Et dans certains contextes, le pitch professionnel peut littéralement changer, basculer votre carrière professionnelle. C'est une porte d'entrée vers un stage, vers un emploi, vers une collaboration ou même vers un financement. Quand on est auto-entrepreneur, c'est une porte d'entrée vers un financement. Alors aussi, le pitch professionnel, c'est aussi un moment de montrer à son interlocuteur qu'il y a cette confiance, qu'on a justement cette assurance. Et puis quelqu'un qui semble avoir confiance en lui, semble aussi maîtriser son sujet. Ben oui, c'est clair. Voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est important. Alors comment construire un bon pitch? Alors un bon pitch se construit en 4 étapes. La première étape, c'est une structure rapide et efficace, hein, pour que tout le monde s'en rappelle. Alors la première étape pour construire un pitch, c'est qui êtes-vous? C'est quoi votre identité professionnelle? Alors, on commence bien sûr par son nom, son prénom, son métier ou sa fonction actuelle. Et qu'est-ce qu'on étudie? Exemple, bonjour, je m'appelle Yacine, je suis ingénieur en informatique spécialisé en cybersécurité. Exemple. Deuxième étape pour la construction de son pitch professionnel, que faites-vous? Ou bien, qu'est-ce que vous savez faire? Là, on met en exergue ses compétences clés. Alors là, on mentionne justement les compétences clés ou la valeur ajoutée. Alors par exemple, le même exemple, je suis ingénieur en informatique spécialisé dans la cybersécurité. Alors je conçois des solutions pour protéger les entreprises contre les cyberattaques. Alors, là, j'explique à peu près c'est quoi mon identité. Le domaine. Voilà, le domaine justement, mes compétences clés. Ma compétence clé, c'est de construire justement des logiciels ou des programmes pour faire face au malware. Et troisième étape, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on propose? Quel est son objectif tout simplement? Alors là, j'explique mon objectif. Est-ce que je recherche un stage, une collaboration, un partenariat, une mission, un emploi tout simplement? Exemple, on continue toujours dans la même lignée. Je cherche une opportunité dans une entreprise innovante qui valorise la sécurité des données. On parle beaucoup de la sécurité des données en ce moment, et c'est très très important. Et quatrièmement, et c'est ça justement que beaucoup de personnes oublient en faisant le pitch professionnel, c'est l'élément différenciateur. C'est le petit bonus, c'est l'appel à l'action. C'est comme on dit en anglais le X-Factor. On entend beaucoup parler de cette expression. X-Factor, c'est ce petit je ne sais quoi. Qui va faire la différence? Qui va faire la différence entre vous et d'autres personnes que ce big shot aura rencontré dans par hasard, on va dire. Par hasard, exactement. Alors c'est ce petit plus qui va marquer les esprits. C'est quoi? C'est une réussite, une passion liée peut-être à ton métier, ou bien des chiffres clés. On continue sur la même ligne pour donner justement un exemple de A à Z. Alors j'ai notamment développé un système dans mon ancienne entreprise ou dans l'entreprise actuelle, qui a permis de diviser par 2 les intrusions de réseau, des intrusions sur le réseau de mon ancien employeur. Là, par exemple, vous avez mis en avant, vous avez mis en exergue, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous avez développé quelque chose qui a divisé en 2 toutes les attaques. Et en attendant, le chrono passe. Bien sûr, ça Alors, passe. il ne faudra pas perdre de vue que c'est en 1 minute qu'il faut faire son pitch. Maximum 90 secondes. D'accord. Pour ne pas lasser, bien sûr, la personne qui vous écoute. Parce qu'on s'en lasse et on perd l'attention. Et surtout, il faut être authentique, Amel. Il faut parler avec des mots, il ne faut pas réciter un texte appris par cœur. Il faut que ça soit fluide, spontané et naturel. Et ça se ressent parce que les gens, vous n'êtes pas... Il ne faut pas trembler. Voilà, exactement. Et puis, on le sait, hein, vous n'êtes pas la première personne que ce big shot rencontre. Donc, forcément, il faut être... il faut avoir beaucoup d'assurance quand même. Alors, beaucoup d'assurance. Quelles sont les erreurs à ne pas faire surtout? Bien sûr, il y a des erreurs, comme dans chaque pitch, chaque entretien de recrutement ou autre, bien que ça soit différent. Alors, le pitch, il y a des erreurs très classiques. La première, comme vous le disiez à juste titre, c'est quand c'est trop long. Trop long. Alors, un pitch, c'est 60 secondes, maximum 90 secondes dans certains cas, sinon on perd l'attention. Alors aussi, quand ça arrive souvent, c'est quand le pitch est trop flou
ou trop technique. Il y a trop de jargon, trop de terminologie Professionnel, technique. ouais, Voilà, ouais. trop de un jargon incompréhensible. Alors, il faut être clair, précis, accessible, Simple. même à quelqu'un, même quand on s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas son domaine. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous disent dans les pitchs, moi, je fais du reporting back office orienté BI sur SAP. Oui, On ça, comprend c'est rien vraiment du tout. du jargon. Voilà, c'est du jargon. On comprend rien du tout. Mieux vaut vulgariser pour que tout le monde, C'est pour ça. que tout le monde comprenne. Parce que sinon, on perd aussi l'attention. Aussi, un bon pitch, parmi les erreurs classiques, c'est quand il y a un manque d'enthousiasme. Un pitch, c'est avant tout un moment vivant. On Ouais. n'est pas en train de réciter. Sympathique. Sympathique, vivant, c'est un moment d'échange, convivial, ok. Assez On n'a rien à perdre. Ah, exactement. Tout à gagner. Tout à gagner. C'est assez informel aussi. Donc, il faut soigner son ton, sa posture, son regard. Tout compte. Hein. Tout compte quand on fait son pitch professionnel. Si on se présente comme si on allait dormir, on perd l'attention aussi et personne n'aura envie d'en savoir plus. C'est clair. Voilà. Aussi, lorsque le pitch n'est pas adapté au contexte, il faut adapter son pitch selon la situation. Dans un ascenseur, c'est un pitch précis. Ouais. Quand on, Lors d'une réception. dans une réception, ce n'est pas la même chose. Quand on est en salon professionnel, il y a beaucoup de bruit, donc il faut choisir les termes les plus importants parce qu'un ascenseur en général c'est calme. Ouais. Donc, on n'a pas le temps, mais on Quand a. il y a du bruit, Mais quand il y a foule. Quand il y a foule, quand il y a le bruit, etc. Donc il faut adapter son pitch à la situation aussi. D'accord. Et aussi oublier l'appel à l'action. On en disait. On en parlait, pardon. Ouais. Alors beaucoup de gens font le pitch, mais oublient l'appel à l'action. C'est-à-dire il faudrait donner à son interlocuteur l'envie de poursuivre un échange de cartes de visite, un lien ça. directement vers votre profil LinkedIn, peut-être un rendez-vous pour un entretien de recrutement. Il faut ouvrir une porte. C'est ça les erreurs justement à ne pas commettre. Il faut toujours ouvrir une porte, ne pas oublier ce point-là. C'est très Voilà. important. Hein. C'est En tout important, cas, voilà. en une minute, C'est vous en une minute. réussissez à séduire, à pouvoir donc convaincre aussi votre interlocuteur et pour pouvoir en tout cas réussir votre pitch. Votre pitch, exactement. Et vous me le disiez d'ailleurs juste avant le passage que vous avez assisté à un événement où il y avait justement. C'est vrai, c'est important, C'est où important. des dames en quelques minutes, enfin quelques secondes, ont réussi à séduire pour pouvoir aussi voir un petit peu le profil de chaque personne. Exactement. Et pouvoir aussi être séduite ou pas. En tout cas, on va dire, ah tiens, ça c'est une personne intéressante, je vais l'inviter dans Voilà, notre émission. exactement. Et voilà, on a envie de continuer, d'ouvrir une porte et d'aller plus loin. Très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup Yacine. C'est aussi une période d'essai pour tous ceux qui veulent essayer donc de séduire à travers bien sûr un pitch professionnel, comme nos invités qui peuvent venir aussi, les étudiants par exemple qui étudiants, sont bien sûr. avec nous. Voilà. Voilà, ça sera l'occasion aussi de faire leur pitch. Peut-être qu'un futur recruteur Qu'un futur va employeur, être voilà. séduit par leurs prestations. Exactement. tout Voilà. à fait. Merci beaucoup Yacine. Je vous en prie. Bon courage à vous, bonne À vous journée. aussi. Exactement, bonne journée. On se voit lundi et samedi prochain. Parfait, Inch'Allah, merci. On continue notre émission. Je vous invite à suivre ce reportage signé Rachida Mahboud. Vous le savez, je l'ai dit en sommaire, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le tabac. Eh bien, elle a fait un reportage justement pour alerter autour donc, de cette dépendance pour certains et ses dangers aussi pour la santé. Regardez. La cigarette pose de nombreux risques pour la santé, y compris les maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies respiratoires chroniques et des problèmes bucco-dentaires. Le tabagisme est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies et raccourcit la vie. Ça reste le cancer mortel numéro 1 dans le monde, avec près de 2 millions de cas de décès par cancer du poumon dans le monde jusqu'à ce jour, donc enregistré jusqu'à ce jour. C'est le deuxième le cancer le plus fréquent chez l'homme et le troisième chez la femme. Et il faut savoir que le facteur de risque le plus impliqué dans cette pathologie reste et demeure le tabagisme, qu'il soit actif ou passif. L'association Rahma d'aide aux malades cancéreux de Boumerdès a organisé une journée d'études à l'occasion de la journée mondiale contre le tabagisme.
On a été réunis aujourd'hui pour parler du cancer du tabac par l'association Avahma d'aide. C'est une association qui aide les personnes atteintes de cancer. Lors de mon intervention, j'ai parlé du tabac. Il faut savoir que le tabac, c'est le premier facteur de risque en Algérie et à l'échelle mondiale. Le cancer du poumon touche les jeunes et les moins jeunes. Et on a constaté dernièrement que le cancer est en augmentation chez les femmes. On a parlé aussi des autres types de tabac. On a la cigarette, on a aussi la chicha et la cigarette électronique qui peuvent induire le cancer du poumon. Il faut savoir aussi que chez une personne arrête de fumer, le risque de développer un cancer diminue de manière importante. Et pour aider les personnes à arrêter le tabac, il y a des consultations d'aide au sevrage tabagique. Ces consultations, ou bien c'est des unités spécialisées qui se trouvent au niveau sur Alger, au niveau de 2 services. C'est le service de pneumophthisieux du CHU Bni Messous et le service de pneumophthisieux du CHU Bebloued. Les personnes qui veulent arrêter le tabac, ils peuvent aller consulter. Ils seront aidés dans cette démarche pour éviter toutes les maladies liées au tabac, à savoir les maladies cardiovasculaires et les cancers, tous ces genres de cancers et surtout le cancer du poumon. Le cancer du poumon augmente chaque année. Plus de 4000 cas sont dénombrés à travers le pays. Le tabagisme est une menace sérieuse pour la santé. Il est fortement recommandé d'arrêter de fumer pour réduire les risques de maladies et améliorer la qualité de vie. De retour sur le plateau, on accueille nos invités comme il se doit. Je l'ai annoncé, la sortie donc du film, l'autre film de Lotfi Bouchouchi, on va dire le deuxième long métrage de Lotfi Bouchouchi. Avec nous, il est déjà présent. Bonjour, bienvenue parmi nous. Si, et aussi la productrice du film, il s'agit donc de Dalia Antri. Bonjour. Ravi aussi, on est content puisque hier soir c'était donc la sortie pour le grand public et vous étiez, d'ailleurs on en parlait là en coulisses, le public était au rendez-vous normalement, n'est-ce pas? Nous étions à Maqam Shahid, oui, la première projection à Maqam Shahid à Ben Zaidoun. Il y avait du public et c'était très intéressant pour nous et il y avait beaucoup d'émotions, plus d'émotions pour moi que quand il y a une avant-première où les gens sont invités. C'est clair. Là, où il y a des professionnels, les journalistes, etc. Mais là, c'est le public, donc c'est vraiment ce que vous attendiez. Exactement. Les gens ont fait ce choix de se déplacer, d'aller. Il y avait quelques familles et tout. C'était toujours très intéressant et émouvant de voir une famille arriver pour voir le film tout simplement, avec des enfants de discuter, d'années, 12 ans. Oui. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est des personnes qui communiquent à leurs enfants et qui leur donnent cet amour du cinéma en général et surtout du cinéma algérien. Et ça, c'est la plus belle victoire pour un réalisateur qui présente son film. Alors, le titre, c'est La Gare de Ain Lahjar. C'est une belle comédie, vous dites, surtout qui va un petit peu dénoter. Vous n'avez pas trop l'habitude de travailler sur ce registre-là. On vous a connu à travers, bien sûr, ce premier long métrage, Le Puits. Ça a été aussi un succès. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle aventure dans le domaine donc, de la comédie. C'est tout à fait un nouveau registre, tout à fait, c'est complètement nouveau. Mais bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est de ne pas rester dans un cocon et de s'enfermer déjà. Et après, il y a toute une série de choses qui a fait qu'on est parti vers ce registre. Mais ce qui est important, c'est que pour moi, le cinéma, c'est de l'émotion. Et tant qu'il y a de l'émotion dans du rire ou dans de la tristesse ou dans de la joie, c'est magnifique, bien sûr. Et venir enrichir aussi la filmographie algérienne et le cinéma algérien. On a toujours besoin de faire donc, de nouvelles choses pour le cinéma algérien et aussi une belle distribution d'acteurs, de comédiens. Alors la production a été là, d'ailleurs, qui était très importante aussi pour pouvoir avoir une belle brochette d'artistes, comme on le dit. Certainement, oui. C'est d'abord le choix premier du réalisateur, selon ses inspirations, selon les profils demandés. Nous, on fait la recherche derrière, on fait un casting. À part pour certains coups de cœur, généralement, il y a certains rôles où déjà le réalisateur avait déjà l'œil sur... C'est ça, c'est ça. Après, pour tout le reste, c'est à la production d'offrir un casting, des vidéos, etc. Et encore une fois, selon le choix du réalisateur, le coup de cœur,
On établit une rencontre. Tout à fait, c'est comme ce qu'on vient de voir juste auparavant. Le pitch, pouvoir séduire un réalisateur, par exemple, en un petit casting. C'est pas exactement. C'est pas tout à fait. C'est quand même du travail de jouer face à une caméra. Généralement, les comédiens sont tous un peu stressés. Ils ne sont pas passés par du maquillage ou du costume comme on les voit déjà dans l'écran. Donc, ils arrivent, on leur donne un texte. Ils ont 10 minutes pour donner quelque chose. Après, de l'émotion. Souvent, on essaye de les faire jouer aussi, donner autre chose. Et après, on présente au réalisateur. Mais effectivement, nous, on filtre déjà avant. Il y a déjà un regard en tant que prod qui dit, bon, lui, il veut pas ça, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et une fois qu'on lui présente tout le casting, là, il va dire, je veux bien voir lui et lui. Et après, nous, on est là. Bon, il y a encore d'autres choses à faire. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, un travail en amont qui va faire toute la différence pour la réussite du film, surtout. Et surtout l'histoire. Alors, comment est-ce que vous est venue cette idée de travailler sur une gare et travailler dans une région, la région de Biskra, plus précisément assez retiré de la grande ville. Il va y avoir deux réponses. La première, c'est comment nous est venue l'idée. C'est un ami, Rachid Ben Brahim, qui est scénariste et réalisateur. Il nous avait à l'époque, j'étais venu me voir et présenter un scénario. Oui. En même temps, de toute façon, j'avais vu ce scénario. Il y avait beaucoup de potentiel. Mais il n'était pas complet. Je veux dire, il y avait plein de choses qui, à nos yeux, manquaient. C'est-à-dire, la fin, la conclusion n'était pas exactement, voilà, il n'était pas ramassé, on va dire. D'accord. Et on a contacté Alsrim Lel pour faire le rôle du script doctor, qui permet de retravailler le scénario, quitte à rajouter des personnages, quitte à remodeler le scénario, quitte à faire des flashbacks, de chambouler tout ça. Et à ce moment, bon, voilà comment est venue l'idée de faire ce film-là. Avec, à l'époque, il devait y avoir un autre scénario qui devait être déposé, et on a préféré celui-là à l'autre, tout simplement parce que le registre était complètement différent et ça nous permettait d'être dans un autre registre. C'est vrai que ce n'est pas la zone de confort, mais nous, de toute façon, on part toujours sur le principe que rester sur la zone de confort, c'est bien. C'est quoi la zone de confort? C'est de rester dans les mêmes films qu'on a fait parce qu'il a plu, ou parce où on fait des choses qui se tournent à côté de chez soi, ou je sais pas, des choses comme ça, assez simples à tourner. Sur ce film, quand même, nous avons, sur la gare El Lahjar, nous avons quand même construit tout le décor. Pratiquement à 80%, c'est des donc ça a été construits, que beaucoup ce soit de la travail. place du village, que ce soit la gare elle-même, que ce soit... C'est vraiment une production, donc grosse production finalement, parce que quand on parle de décor, on parle donc de construction d'une gare, avec tout ce qui va avec, le village, tout ça, ça prend du temps et de l'argent. Exactement, beaucoup d'argent. Et donc la gare elle-même existe, elle se trouve à Ain Lahjar, pardon, elle se retrouve à Al-Qantara. Mais le village d'Ain Lahjar a été construit par nous dans un lieu qui était à côté d'ailleurs de la gare de Et vous avez vécu pendant tout le tournage, pratiquement? On a mis plusieurs semaines à construire ce décor et on a continué à le construire même pendant le début du tournage parce que bon, le temps qu'on arrive à ces séquences-là. Donc voilà, ce film, pourquoi Ain Lahjar a été tourné à Biskra, et donc plus précisément à Al-Qantara, c'est tout simplement parce que nous cherchions une gare qui était perdue au milieu de nulle part. Évidemment, pour pouvoir avoir ce microcosme, pour pouvoir avoir cette histoire racontée un peu... originale, et en même temps dans le calme aussi, hein. Non, c'est surtout l'originalité du lieu. Bon, le calme, vous savez, quand on tourne en plein New York, vous pouvez tourner, je veux dire, vous arrivez à faire le silence, quand même. à faire il y a des techniques, il y a des moyens de le faire, même si on est dans un brouhaha. Mais toutes les gares d'Algérie et du monde en général, elles arrivent aussi au cœur de la ville. C'est vrai. C'est le plus, sinon, il n'y avait pas trop d'intérêt si on n'arrive pas au cœur. C'est l'une des rares gares d'Algérie qui se trouve en dehors du village d'Al-Qantara. Donc il faut... Elle est pratiquement au milieu de nulle part.
D'ailleurs, je sais un pas peu si vous isolé. avez- On va voir d'ailleurs. On va voir tout de suite la bande-annonce et vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de cette gare. Allez, on y va à travers la bande-annonce. الساعة نتاعي انا راكم في التيريتوار نتاعي حنولي شيف دو كار شكون يحطك شيف دو كار؟ اسمي مليكة. انا ما ندير والو على جال بس انت سير لقاع داعي الحجر دراهم قمار دراهم كبار. رانا جينا عند المسؤول الثاني تاع لاكار راح يكون الشيف تاع لاكار طلعت للعاصمة ولات قادرة سمعوا نتوما انا نروح نشوف المسؤولين تاع البلاد. مي على بالي وعلاش؟ ليا. Voilà, rapide la bande-annonce pour pouvoir un petit peu laisser le suspense jusqu'au bout. Tout à Alors, fait. racontez-nous un petit peu comment s'articule cette histoire. Alors, on a vu un chef de gare, on a vu Nabil Asli qui est aussi l'acteur qu'on connaît, d'autres des visages aussi qu'on connaît, Morad par exemple, mais un peu moins les autres. Vous leur avez donné leur chance aussi? Oui, on a donné la chance à des jeunes parce qu'il fallait, on avait un couple d'amoureux qui avait à peu près 17 ans. C'était pas évident de trouver des comédiens connus qui avaient. Et en même temps, il fallait une fraîcheur, il fallait des têtes nouvelles, il fallait, comme vous dites, donner la chance, mais en même temps donner de la fraîcheur au film, à l'image. Donc voilà. Et les premiers rôles, en fait, c'est un film choral. On n'est pas du tout dans un ou deux comédiens qui tirent le film ou qui le portent. On est vraiment dans un film choral. Et cette possibilité d'être plusieurs à porter le film, Morad Saouli a été un personnage très intéressant et surtout il a prouvé, et c'est l'une des premières fois où on le voit être dans un rôle de composition. Il a toujours fait des sketchs. C'est vrai, on l'a vu beaucoup dans des sketchs. Voilà, là vraiment il est dans un rôle de composition. Kamel Rouini aussi est un excellent comédien qui accomplit le rôle du chef de gare d'une excellente façon. On ne parle pas de Nabil Asli qui est lui... en général, il rentre dans ses personnages et là aussi, il est encore une fois dans un rôle qui n'est pas lui, qui n'a jamais fait, celui d'un chef de bande. Voilà. Et après, on a Houria Behloul aussi, qui est une excellente comédienne de théâtre, mais elle joue parce qu'il y a une grande elle joue Fifi dans le rôle. C'est cela? Aïcha. Aïcha, ah d'accord. C'est son nom de scène. D'accord, très bien. On la connaît plus sous le nom de Fifi. Ok. Et donc, ça parle un petit peu donc, de cette rencontre, de ces personnes qui vont être un petit peu fâchées, isolées, le village? En fait, c'est à celui qui devient chef de gare. On va résumer les choses comme ça. À celui qui devient chef de gare, en passant par les 3-4 rôles dont on vient de parler. Que ce soit Morad Saouli ou Nabil ou Kamel qui est déjà lui-même le chef de gare ou Fifi, tout le monde essaye d'être le chef de gare. En fait, c'est un poste qui devient le patron de ce village-là. Et tout s'articule autour donc, de cette gare et bien entendu avec beaucoup d'humour, on va le dire. C'est-à-dire que quand on va voir le film, on rigole. Les gens que vous avez croisés hier, par exemple, lors de la projection, on réagit, oui. On réagit en tant que réalisateur, même producteur. On attend, on regarde nos spectateurs regarder le film dans un sens et nous on les regarde dans l'autre sens à attendre la réaction. Est-ce qu'ils vont rire quand on a voulu qu'ils rient? Est-ce qu'ils vont être soucieux quand il y a un suspense? Et là c'est challenge gagné. Quand toute la salle réagit au même moment, on est très content. Et là, on se dit que c'est un film qui peut marcher parce que ça reste quand même un style auquel le spectateur et on en a besoin. Les Algériens ont besoin justement de rire. C'est une bonne occasion de pouvoir s'extérioriser, oublier ses petits soucis au quotidien, aller voir un film dans une salle. Après, ça reste quand même un film réfléchi. Oui, bien sûr. On n'est pas dans de la comédie pure et dure. C'est aussi pour ça qu'on parle de comédie dramatique. C'est parce qu'il y a tellement de vérités sur lesquelles on rit. Après, c'est propre à l'Algérien de rire de ses problèmes.
C'est ça, c'est ça. Et là, pour le coup, j'espère que ça va matcher pour la Alors, en ce moment, vous êtes en pleine promotion donc, du film. Vous avez commencé déjà il y a plus d'une semaine, donc vous avez fait des radios, télé. C'est ça, donc il y a eu l'avant-première le 10 mai. Et depuis le 10 mai, on a commencé radio, télé, les réseaux sociaux, etc. pour motiver les gens et faire parler du film, leur montrer quelques images. C'est clair. Et sur les réseaux aussi. Voilà. Et puis la réaction, bien sûr, des comédiens bien établie. Donc le 3, ça sera Constantine. À Constantine, exact. Oui. Donc hier, le 30 mai, c'est Alger et Oran. Et Ibn Zaydoun et Cosmo en bas. Et le Ciné Gold aussi. Donc il y a programme cinéma Algérie, on rentre et on trouve tout le planning de la gare Ain Lahjar. Voilà, et bien sûr, les gens de Biskra vont attendre aussi la venue du film. Je travaille là, vraiment, je m'acharne en ce moment à essayer d'établir un planning, encore une fois, pour justement projeter le film dans les villes où il n'y a pas forcément un grand cinéma qui est déjà connu. Donc ça demandait un peu de logistique et un peu de temps. Oui. Ne nous en voulez pas. Mais vous allez le faire quand même, promis. Oui, promis. Biskra, Tizi Ouzou, Batna, les villes un peu pas si loin finalement. Très bien. On va commencer là et après on descendra encore. Inch'Allah. En tout cas, vous êtes rodé en point de vue donc production. Vous avez, même vous êtes aussi producteur pour beaucoup donc de films, des films algériens et autres. Et vous avez l'habitude donc de voir un petit peu vos films circuler un petit peu partout aussi, que ce soit donc des films publicitaires. Vous êtes beaucoup aussi dans la publicité, mais aussi les films et vous avez aussi reçu plusieurs prix, n'est-ce pas, à l'international aussi. Donc peut-être que celui-ci aussi va circuler à travers les festivals. Évidemment, on va tout faire pour qu'il soit vu par un maximum de nos compatriotes, mais en même temps, à l'étranger, pour des festivals, c'est toujours intéressant cet échange. De faire des échanges, de rencontrer d'autres réalisateurs d'autres pays, d'autres films aussi. Ça, on partage, on discute et tout. Donc évidemment, c'est très intéressant. Juste pour revenir, Biskra va être peut-être notre première sortie en dehors d'Alger, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup de personnes, surtout la population, qui nous ont soutenus, qui ont travaillé avec nous. Donc on fera une projection sans qu'elle soit un peu comme une avant-première, mais une projection pour c'est une autre famille et ça va être un peu plus particulier, la projection là-bas, c'est sûr. Oui. Beaucoup vont se reconnaître. Il y a eu donc beaucoup de figurants de la région, n'est-ce pas? Oui, énormément de figurants, mais beaucoup de soutien aussi. Logistique. Voilà, que ce soit à l'hôtel, que ce soit en dehors, que ce soit à la limite, même le café d'en face ils ont toujours été disponibles. Évidemment, nous avions tourné dans des conditions difficiles, c'était au mois de juin-juillet, mais en termes de température, mais franchement, on a été reçus, comme il le dit dans le film, comme des rois. Eh ben, tant mieux. En tout cas, on souhaite longue vie au film et surtout beaucoup de succès. Inch'Allah, on se reverra après peut-être la projection un petit peu partout. Et puis là, on aura la réaction du public. On ira voir dans les salles. L'affiche est magnifique aussi avec une belle distribution de comédiens. On vous dit bonne chance. Merci pour la suite, bien sûr, de la projection. Je vous en prie. Et puis, merci d'être venu toujours. Donc, toujours fidèle à nos émissions. On vous dit à très bientôt alors. À très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Voilà, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va voir un petit peu, cette fois-ci, il y a eu donc un salon, le salon donc de la production, c'est le salon Filaha, ça s'est passé cette semaine et c'est un reportage signé Fariel Chir. La production de semences algériennes est cruciale pour la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole du pays. Les foires agricoles, comme celle-ci, sont des plateformes essentielles pour mettre en avant ces semences, encourager leur production et faciliter les échanges entre les professionnels du secteur. On peut produire de la semence en collectivité avec des instituts, tels que les universités, tels que les instituts de recherche, pour faire, c'est-à-dire un organisme qui peut produire, en collaboration, on peut produire de la semence locale. Mais en contrepartie, on fait des enquêtes concernant des agriculteurs qui nous ramènent des semences locales
c'est des semences de base, c'est-à-dire c'est des semences de base qui étaient déjà, peut-être on peut dire, peut-être elle était introduite auparavant et elle a été fixée dans notre pays. Notre institut est spécialisé la production de semences des grandes cultures, céréales, légumineuses et aussi les cultures oléagineuses, tournesol et colza. Oui, donc on fait la production de la semence de pré-base, donc les premières générations. Nos semences sont 100% algériennes, produites localement et s'adaptent parfaitement aux différents climats de l'Algérie. Donc on a déjà essayé nos variétés au sud, à Mnia, Adrar, Timimoun, et ça a donné de bons résultats. Oui, ouais. La semence est un élément clé de la filière agricole. Son choix influence la qualité et le rendement des cultures et donc l'ensemble de la chaîne de valeur. Le problème n'est pas d'ordre technique. En Algérie, on maîtrise la technicité. Donc il y a des compétences. Il y a des compétences en termes de production, des vitroplans, en aéroponie, hydroponie, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme complexité technique, c'est maîtrisé en Algérie. Il faut alors dresser un diagnostic organisationnel. Ça se fait pas beaucoup. C'est un gros travail, un gros chantier. Hein. Un diagnostic organisationnel qui fait quoi, à quel niveau, et qui permet, exactement, qui touche plusieurs secteurs et qui permet d'identifier les vrais problèmes. L'Algérie dispose d'un riche patrimoine génétique céréalier avec plus de 170 variétés. La production locale de ces semences permet de mieux adapter les cultures aux conditions climatiques et de réduire la dépendance aux importations, notamment en blé. L'Algérie importe environ 120 000 tonnes de semences de pommes de terre par an, ce qui représente une charge importante pour l'économie. La production locale de ces semences pourrait contribuer à réduire cette dépendance et à assurer une alimentation stable, comme le cas des recherches et des expériences à Eloued. في السنوات الأخيرة قفزة نوعية خاصة في زراعة البطاطا وفي البيوت المحمية ومختلف الخضروات. إن شاء الله هناك عمل راه تقوم به الغرفة الفلاحية لولاية الواد مع باقي الشركاء في محاولة توفير بذور إنتاج محلي وطني 100%. Plusieurs projets ont été lancés pour assurer la production de semences locales qui nécessitent un processus à respecter, surtout que les compétences existent selon les spécialistes. On peut parler d'une semence de bonne qualité made in Algeria, 100% algérien, production algérienne, à la seule condition d'organiser la filière ou la chaîne de valeur amont et aval. Cet espace d'échange et d'interaction entre les différents acteurs du domaine a pour but de renforcer les liens et contacts avec les opérateurs économiques dans les secteurs connexes, en plus de mettre en avant les producteurs leaders qui sont prêts à investir les marchés extérieurs avec leurs produits. Là, c'était donc un reportage signé Samia Bouharour. Elle s'est déplacée justement lors de ce salon de l'agriculture Filaha. Donc avec nous, un chercheur et surtout qui est donc expert agroéconomiste qui est avec nous, Monsieur Brahim Zitouni. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous faites partie donc, vous êtes co-organisateur de ce salon avec Monsieur Bensemen. Vous êtes agroéconomiste et vous faites partie de ce groupe de réflexion au niveau donc de la fondation Filaha Innov. C'est-à-dire que vous essayez toujours de trouver des solutions pour essayer d'aller de l'avant concernant notre recherche et mettre en place des différentes thématiques de conférences. C'est ce que vous avez fait cette fois-ci pour cette édition, n'est-ce pas? Absolument. Alors avant de trouver des solutions, on essaye de réfléchir de façon extrêmement modeste et humble. Le groupe de réflexion Filaha Innov est un think tank au sein du CIPSA qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a été fondé par le président Bensemen ainsi qu'un certain nombre d'anciens hauts cadres et ministres de l'agriculture et qui, à travers toutes ces années, petit à petit, a évolué dans ses réflexions tout
toujours en essayant de mettre en avant des politiques publiques, des problématiques liées à la question agricole, la question paysanne et la question alimentaire. Voilà, la question paysanne, c'est très important. La ruralité aussi qui va aider l'agriculture. Hein. Aujourd'hui, beaucoup se laissent peut-être les terres. Oui, alors si on veut, la partie agricole, c'est un peu le poisson dans la mer de la ruralité. La ruralité, c'est l'ensemble de l'écosystème qui contribue à la production agricole. Il faut avoir une vision inclusive de la production agricole avec l'ensemble des éléments qui y concourent. Et ces éléments qui y concourent, c'est d'abord le développement rural qui est fondamental pour pouvoir permettre de produire dans des conditions de la ruralité qui seraient encadrées ou qui devraient être encadrées par l'ensemble des services que l'on trouve dans les villes, en particulier les écoles de bonne qualité, les routes, le développement, les services bancaires, les services d'assurance. Tout cela n'est pas que pour les villes, c'est aussi pour la ruralité. Et lorsque nous contribueront à augmenter le niveau de qualité de la ruralité, eh bien l'agriculture s'en portera mieux parce que nous arriverons à attirer des cadres où nous arriverons à attirer une qualité paysanne qui sera certainement en élévation, et à ce moment-là, on peut s'attendre effectivement à une meilleure production agricole. L'agriculture, ce sont des hommes. Et parce que ce sont des hommes, travailler sur la formation de ces hommes pour avoir des meilleures productions agricoles est une priorité absolue. Tout à fait. À l'ère des changements climatiques, aujourd'hui, tout est à revoir. C'est-à-dire aujourd'hui, la mécanisation, les enjeux qui étaient à l'époque ne le sont plus ceux d'aujourd'hui. Il faut beaucoup travailler. La technicité existe. Les ingénieurs agronomes sont là et les personnes qui travaillent la terre aussi. Aujourd'hui, la technicité existe. Les techniques modernes aussi existent dans le domaine de l'agriculture. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? On veut développer l'agriculture en Algérie. Alors, les changements climatiques induisent des complexités au niveau des productions agricoles énormes. Il n'y a rien à changer, il y a tout à faire évoluer, madame. Nous sommes au sein du GRFI contre les évolutions brutales. Nous préférons accompagner, réorienter et non pas changer. On a vu, on a des exemples de pays développés et qui ont réussi dans leur domaine dans le domaine de l'agriculture, mais avec une agriculture intensive qui n'est pas aussi un exemple à prendre, je pense. Écoutez, au début de chaque chose, ce sont les sciences. Nous sommes en train de vivre un basculement des sciences de la chimie de synthèse vers les sciences de la biologie de synthèse. Et donc, l'agriculture ne se fait pas tout à fait de la même façon lorsque ces vecteurs de sciences et de technologie prennent le lead, prennent la direction de l'ensemble des autres instances technologiques et scientifiques. Nous sommes en train de travailler beaucoup plus sur le vivant, c'est-à-dire sur la cellule, et non plus sur les minéraux comme avant. Et donc, ce changement paradigmatique, ce changement de cadre conceptuel implique un changement des méthodes d'approche de l'agriculture qui doit s'appuyer d'abord sur les biotechnologies. Vous savez très bien qu'on parle de plus en plus de conservation des sols. Avant, le sol était un intrant au même titre que l'eau, par exemple, ou que l'engrais. Aujourd'hui, le sol devient un capital à valoriser au même titre que de l'argent. Donc en réalité, une agriculture durable, c'est d'abord un sol qui est capitalisé sur la durée pour pouvoir produire sur la durée. Mais pour le capitaliser sur la durée, il faut l'ensemencer de matière organique et carbonée, donc du vivant, parce qu'en réalité, nous avons souvent des sols pauvres. Et donc vous voyez, l'approche de l'agriculture est différente. Donc il faut accompagner nos agriculteurs et pas simplement... Leur expliquer, vulgariser beaucoup plus. Ce n'est pas une question simplement de vulgarisation, d'explication. Il n'y a pas de solution prête. Il n'y a que des solutions en cours de réalisation. Et donc,
il y a aussi un retour d'expérience qu'il nous faut avoir, non pas que la recherche doit diriger l'agriculture, mais en réalité, c'est les besoins agricoles qui doivent diriger la recherche, mais il y a toujours ce temps de latence, et on peut remarquer qu'après la Seconde Guerre mondiale, ces temps de latence sont de plus en plus courts, c'est-à-dire aujourd'hui, on demande à la recherche, à l'industrie, agroalimentaire en particulier, ou agro-industrielle, d'aller de plus en plus vite pour trouver des solutions, parce que les changements climatiques nous imposent un rythme beaucoup plus élevé, l'érosion du patrimoine génétique de la même façon, et enfin... La sécurité alimentaire aussi. Exactement, c'est-à-dire que la pression démographique, nous sommes passés en 62 en Algérie de 9 millions de personnes, Allah Ibarak, à 46 millions de personnes, on a beau doubler notre production, on est toujours en retard, parce que la croissance démographique est tellement importante qu'il nous faut trouver des solutions innovantes. Tout à fait. Et l'eau n'est pas en reste aussi. Ça fait partie de ces enjeux, pouvoir avoir de l'eau pour irriguer et surtout faire de la récupération d'eau de certaines industries. Alors, pour l'agriculture. Alors, on parle aussi des rencontres que vous avez données. Vous êtes une des personnes qui avait réfléchi pour les différentes conférences qui ont eu lieu lors de ce salon. Des conférences très intéressantes autour de la semence de la pomme de terre. Ça aussi, ça fait partie de la sécurité alimentaire parce que la semence de pomme de terre qui était importée, qui coûtait très cher, c'était de grands enjeux pour l'agriculture algérienne. Aujourd'hui, la semence c'est produite chez nous. Alors, c'est toujours de grands enjeux. Et là, il faut une réflexion stratégique. La réflexion stratégique est la suivante. En cas de crise majeure, peut-on compter sur nos céréales pour pouvoir se nourrir? La réponse est évidemment non, c'est insuffisant. Puisque nous importons jusqu'au jour d'aujourd'hui entre 6 et 7 millions de tonnes de céréales par an. Par contre, nous sommes dans une dynamique de production de pommes de terre qui tourne autour de 5 millions et demi de tonnes. Il faut la faire évoluer jusqu'à une perspective de 7 millions de tonnes, de telle façon que nous puissions avoir une pomme de terre de bouche, mais aussi une pomme de terre transformée. Et cela nous permettra d'assurer un minimum de sécurité alimentaire si nous avons des crises graves. Et là, on peut y arriver. On peut y arriver par quoi? Par des technologies nouvelles, comme la propagation in vitro de la pomme de terre, sur lesquelles nous pouvons nous baser pour s'affranchir en très grande partie de la dépendance aux semences que nous avions. Il y a des opérateurs privés aujourd'hui qui maîtrisent parfaitement cette technologie. Il y a aussi un opérateur public qui la maîtrise. Et tous ensemble, ils doivent s'entendre pour réorganiser la filière pomme de terre autour d'une production de la propagation in vitro de la pomme de terre, de telle façon que nous puissions économiser des devises à l'international et surtout augmenter qualitativement et diversifier l'offre des pommes de terre parce que nous n'avons que très peu on n'a pas de petites pommes de terre, on n'a pas de pommes de terre à purée, nous n'avons pas de pommes de terre à frites, et ainsi de suite. C'est les différentes variétés, bien sûr, de pommes de terre qui sont aussi distribuées, et selon, bien sûr, dans l'agroalimentaire ou la restauration, bien sûr, chaque pomme de terre a ses qualités propres. Ses qualités et spécificités. Alors, on parle donc de leader. Donc nous sommes leaders, vous le disiez, dans la pomme de terre, par exemple. Et dans le monde arabe, nous sommes l'un des pays qui a la plus grande production de pommes de terre, mais trop dépendante de ces semences, c'est ce que nous essayons de faire évoluer. Alors, vous avez voulu montrer aussi que nous allons parler de palmiers dattiers, là aussi nous en sommes leaders. La phonéciculture, c'est aussi une culture donc, du palmier dattier. Nos palmeraies sont riches, nos palmeraies sont variées aussi, et là encore une fois, c'est un plus pour notre agriculture à l'export. Là, je voudrais... rectifier? Pas rectifier, non, je voudrais juste approfondir la réflexion. Nous ne rectifions rien. Nous apportons toujours un plus. Et donc, en réalité, vous voyez, dans tous les secteurs agricoles, c'est la transformation qui mène la production. Le président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, a bien insisté sur la transformation, tant il est conscient que c'est ce moteur-là qui permet d'entraîner l'amont agricole. Et l'industrialisation. Or, pour le palmier dattier, nous n'avons pas de transformation. Nous avons une transformation extrêmement primaire, alors que... À petite échelle.
à petite échelle, alors que nous pourrions, avec les biotechnologies, avec les technologies du vivant, les sciences du vivant dont nous parlions tout à l'heure, nous pourrions parfaitement faire des antibiotiques à partir des jus de date, nous pourrions parfaitement faire des sucres, bien entendu, pas simplement des sirops de date, mais des sucres pharmaceutiques, mais aussi des sucres industriels. Nous pourrions parfaitement faire à partir des biomasses du palmier dattier, des simili-bois, du textile, du papier, de la pulpe à papier, nous l'importons par quasiment 800 ou 900 millions de dollars. L'ensemble de ces filières de la transformation pourrait s'articuler autour d'un amont phénicicole repensé pour les besoins de l'industrie, et c'est comme ça qu'on sortira de l'orientalisme qui caractérise la phéniciculture pour aller vers la modernité. Voilà, vous en perdez votre salive. Alors, vous m'avez pas servi de café ce matin. Et donc, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de parler de la filière date aussi, qui est une filière très très importante pour notre pays, parce que nous avons des variétés aussi et surtout des espèces endémiques, et il va falloir aussi les préserver, les multiplier et surtout intéresser la jeune génération à cette agriculture. Aujourd'hui, il y a des métiers qui se perdent aussi, par exemple ceux qui grimpent aussi au palmier dattier. Les grimpeurs, c'est toute une gymnastique. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas très friands de et ils ont raison, madame. Ils ont raison. Est-ce qu'on pourrait parler de mécanisation dans ce domaine-là? Ils ont raison parce qu'en réalité, alors vous avez posé deux problèmes. La date de bouche, elle doit d'abord être plus diversifiée. Nous n'exportons que de la date. Avec le label que nous avons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que nous avons un état sanitaire de la phéniciculture qui n'est pas très bon. C'est-à-dire nous avons beaucoup de palmeraies qui sont très parasitées. Et donc, il nous faut, pas simplement. Et il y a beaucoup d'acariens. Et il nous faut être plus vigilants sur ce point-là pour offrir des dates qui soient des dates de qualité. Pour ça, il faut mieux travailler l'amont phénicicole. Mais comment travailler un amont phénicicole qui ne paye pas? La problématique ici. Et c'est là où la mécanisation peut venir permettre une meilleure productivité des récoltes et de la maintenance du palmier dattier pour que le coût du travail qui est développé devienne beaucoup moins cher et permette d'avoir des valeurs qui permettent aux paysans de se payer. Nous sommes dans une sorte de croissance d'attente, où nous avons des problèmes structurels au sein de notre phéniciculture que nous devons travailler, que nous devons résoudre par une série de progression sur la mécanisation, sur le renforcement sanitaire de nos palmeraies, sur les luttes biologiques et ainsi de suite. Tout à fait. En tout cas, c'est toujours un plaisir de parler d'agriculture pour notre pays. On a été ravis de vous recevoir. Ce salon, en tout cas, c'est un rendez-vous important pour tous les professionnels du domaine pour pouvoir aussi améliorer, encore une fois, les jeunes, intéresser les jeunes à l'agriculture aussi. Si vous permettez, 30 secondes. Je voudrais remercier le ministère de l'Agriculture et Monsieur le ministre de l'Agriculture qui ont été cette année particulièrement vigilants à nous soutenir dans notre action. Tous nos remerciements à eux. Et bien entendu, cette année, nous avons encore battu des records de chiffres de participation, ce qui nous ravit. Voilà. Et bien, en tout cas, toujours ravi de parler d'agriculture avec nos spécialistes. Je rappelle donc Monsieur Brahim Zitouni, vous êtes donc économiste et agroéconomiste, vice-président donc de Filaha Innov. En tout cas, on continuera à parler d'agriculture avec ce reportage puisque l'eau est indispensable pour l'agriculture et pour tous les vivants, bien sûr. Je vous invite à suivre ce reportage. C'est le Salon de l'eau. C'était donc à la SAFEX et c'est Ferial Chir qui l'a fait. Le Salon international de l'eau et de la transition climatique a réuni 150 participants à l'occasion de sa 20e édition. Plusieurs solutions innovantes ont été proposées afin de répondre aux défis liés au recyclage de l'eau et de la gestion durable des ressources hydriques. On a participé à cet événement afin de promouvoir notre secteur d'activité dans le domaine hydraulique. On a exposé la maquette du Cap-Blanc, on a exposé la maquette de la station de dessalement d'eau de mer Cap-Blanc qui est fonctionnelle.
à capacité de 300 000 mètres cubes par jour. Aussi, on a réalisé la station de dessalement d'eau de mer à Corso, qui est aussi fonctionnelle. Afin de répondre aux besoins du citoyen, on a réalisé ces stations de dessalement d'eau de mer dans des temps records, afin d'approvisionner tout le territoire national en eau potable. L'objectif principal du salon était de proposer des solutions concrètes pour faire face au stress hydrique et garantir un accès durable à l'eau pour tous les citoyens. Toutes ces solutions visent à préserver cette ressource vitale face aux effets du changement climatique. On propose une solution de recyclage de l'eau sous forme d'une station très demandée, notamment dans les hôtels, les stations-service et les centres de bien-être. Ce système permet de traiter et de réutiliser les eaux usées, contribuant ainsi à une gestion plus durable des ressources en eau. Le salon a démontré que des solutions existent pour faire face au stress hydrique et garantir un accès durable à l'eau. De retour sur le plateau, nous allons parler histoire et passion aussi donc de notre invité qui lui est médecin donc de formation, mais il est passionné par notre patrimoine immatériel. Et il va nous parler donc de la recherche qu'il a donc faite donc dans la région de Ouled Djellel. Avec nous, Monsieur Kamel Zouine. Bonjour. Bonjour et à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Vous êtes là pour nous présenter votre tout premier livre, Lella Oumhani. C'est un livre que vous avez consacré à une personnalité donc, de la région, Oumhani, oui, qui a marqué les esprits au XVIIe siècle, n'est-ce oui, pas? Oui. Lella Oumhani a été connu surtout à travers un chant populaire, oui, récité pendant des siècles dans la région de Ouled Djellel. Vous l'avez écouté par votre mère, votre grand-mère? Oui. Et il y a toujours une obscurité qui entoure cette personnalité, puisque dans la mémoire collective, elle est connue comme une génie à quoi. C'est une personnalité mythique qui habitait une chambre dans une ancienne maison, sous une coupole, visitée par les femmes et surtout seulement les femmes. Donc la visite est interdite au sexe masculin. Même des garçons de petit âge ne peuvent pas passer dans la chambre de Lella Oumhani, on ne sait pas pourquoi. Oui. La couleur rouge est interdite. Ouais. Elle ramène un plat traditionnel qui s'appelle l'mtamra, c'est un plat sucré. Donc il n'aurait pas fallu que je mette du rouge aujourd'hui. Normalement. Donc ils ont peur d'une malédiction, je ne sais pas d'où ils ont. Alors, Oumhani, en réalité, c'était pas ça. C'est une personnalité historique réelle. C'est une princesse fille de Rjab Bey, le bey du palais de Bey à Constantine. Vous savez, le sud-est algérien était sous la commande du beylek de l'Est. Il y avait trois beyleks, l'Est et le centre et l'Ouest. Il y avait Dar Sultan, c'est la résidence du pouvoir ottoman à Alger. Oui. Donc, Oumhani est né entre 1646 et 1656. Avant Rjab Bey, il y avait Mourad Bey. Mourad Bey a commis un massacre envers les Douaouda, la fameuse tribu des Douaouda. C'est la tribu de Hizia, la fameuse Hizia. Voilà. Donc les Douaouda avaient un pouvoir absolu dans le sud-est algérien. C'était une tribu très très forte avec une armée très nombreuse. Cette armée, à l'occasion, a défendu même Alger pendant l'envahissement des Espagnols à Alger. Ils ont envoyé deux armées. Une armée s'est dirigée vers l'est d'Alger et une armée vers l'ouest d'Alger. L'armée de l'ouest s'est installée dans la région de Douaouda. C'est à l'origine du nom de la ville de Douaouda et Douaouda Marine. Peut-être les gens de Douaouda ne connaissent pas cette information.
Et l'Est, c'est Ouled Skhar dans la région de Bourj Mnaïl. Voilà. Donc, Mourad Bey a exécuté 6 des chefs de tribu ou les parents des chefs de tribu de l'Est algérien. Parmi eux, le frère de Cheikh Larb, Ahmed Ben Sakhri, ce qui a causé une révolte très très intense de Ahmed Ben Sakhri contre le palais du Bey. Il a attaqué le palais, il est arrivé jusqu'au mur du palais. On est en train d'écouter la chanson d'où est venue toute cette recherche. On va écouter un morceau. Non, c'est la nouvelle version. La nouvelle version. La nouvelle version. La nouvelle version. Voilà, c'est donc la nouvelle version de Lella Oumhani. La nouvelle version, elle est interprétée par Zakaria Tabbash, un compositeur et un chanteur, et un chercheur aussi en musique. Je vais passer par des... Alors vous avez justement été passionné par cette chanson et surtout par l'histoire de cette dame qui a marqué les esprits dans la région. Vous avez mis beaucoup de temps à faire des recherches, à écrire ce livre. Vous avez fait appel à plusieurs bibliographies. Plusieurs bibliographies. Il y a Ernest Mercier qui l'a noté dans son livre L'histoire de Constantine. Il y a orientalistes qui étaient venus dans la région. Oui. Il y a Peysonnel et Desfontaines. Peysonnel, c'est le médecin du roi de France qui a été envoyé en mission. Il a fait un voyage de Tunis jusqu'à Alger. Il a fait une étude socio-culturelle très très importante. Et comme vous voyez, les Français ont préparé le débarquement très tôt. Bien avant, oui. Donc, il y a Dr Jamil Amahachi, c'est un professeur d'histoire à l'université de Constantine. Il y a Shahrazad Chelabi, professeur d'histoire aussi à l'université de Biskra. Il y a d'autres passages pris de Mbarak El-Mili, de Abdurrahman. J'ai oublié Oui, en tout cas, beaucoup de personnes qui se sont intéressées à cette figure parce qu'elle a marqué la population. Vous avez fait un documentaire, d'ailleurs, qui a eu un premier prix. Oui, à l'occasion du mois du patrimoine. Mois de patrimoine, avec la collaboration de la direction de culture à Ouled Djellal, on a réalisé un petit documentaire qui résume ce bouquin. Heureusement, on a gagné le premier prix. La Hiberg, c'est très bien. Donc, je veux continuer un petit peu On n'aura pas le temps de tout expliquer, mais c'est clair que c'est vrai que l'histoire raconte cette femme qui avait beaucoup de caractère, qui s'est imposée dans la région, qui a eu donc beaucoup de péripéties à travers sa famille. Ses descendants, il y avait donc le fameux Farhat de la région. Oui, elle avait une formation politique et militaire très très importante puisqu'elle a grandi, dans le palais du Bey, de son père. Rajab Bey a trouvé une solution intelligente. Il a donné la main d'Oumhani au frère de Ahmed Ben Sakhri pour faire une petite réconciliation avec les Douaouda. Il s'appelait Guidoum. Ce mariage a donné 4 fils. Après la mort de Guido, après son décès, s'est remarié avec Ahmed Ben Sakhri. Les habitudes disaient ça, le frère peut se remarier avec la veuve de son frère. Voilà. Donc, elle est devenue la fille de Rajab Bey et l'épouse de Cheikh Larb. Cheikh Larb qui avait une première femme qui s'appelait Rajraja. Et bien sûr, il y a eu donc pratiquement des règlements de compte. C'est tout un feuilleton qui parle autour donc, de cette personnalité qui a réussi tout de même à s'imposer malgré les difficultés donc, de ses remariages, l'histoire de famille. Tout ça, vous le racontez dans le livre. Ce livre qui est disponible. Il va être disponible dans les bibliothèques la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, avec le documentaire, j'espère qu'il sera aussi vu à travers les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Oui, il est disponible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur ma page de Facebook. Il est disponible, l'accès il est
En tout cas, on sent bien votre passion. Vous allez continuer à travailler encore sur d'autres personnalités, j'espère, ou bien oui. dans le patrimoine donc, de la région, de Ouled Djellel? J'espère, oui. Il y a beaucoup de choses comme sujet de recherche. J'espère, parce que et je lance un appel aussi aux chercheurs, aux historiens. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je suis passionné du patrimoine. Je lance aussi un appel sur cette histoire aux scénaristes. J'avais l'occasion avec le réalisateur, M. Bouchichi et Saddam. Peut-être que ça va l'intéresser. Quelques minutes, oui. J'ai dit que j'ai un petit sujet pour vous. Peut-être c'est intéressant comme scénario de film. C'est très intéressant, plein d'émotions, plein de passages dramatiques. Donc, Hani, c'est une femme qui a régné une surface très très vaste du sud de Constantine jusqu'au nord de Ouargla, puis de Jbel Lamour jusqu'à la profondeur de l'actuelle Tunisie. Dans une période où les femmes n'avaient pas cette place politique. Aussi important. Elle dirigeait l'armée sur son cheval avec un petit bâtonnet dans la main. Voilà. Donc, très très puissant. Ça a été une belle découverte, ce livre, et surtout l'histoire de cette dame qui a marqué toute cette région, Lella Hani. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je souhaite bonne chance à votre ouvrage et j'espère qu'on se reverra pour d'autres passions à travers notre patrimoine algérien dans la région ou tout autour. Bon courage à vous et merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre cette belle visite à travers Alger, puis on se retrouve juste après. Sur notre plateau, je vous les avais annoncés en tout début de sommaire. Nos étudiants sont là, ils vont nous parler d'un challenge qu'ils vont organiser le 12, 13 et 14 au niveau donc de l'université et surtout parler donc des enjeux de cette rencontre. Ils sont là, ils sont jeunes, ils sont beaux. Avec nous donc Tinhinan Aitlounis, bonjour. Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui sur votre plateau de Canal Algérie. Merci d'être là. Vous êtes étudiante en Polytech à l'école Polytechnique d'Alger. Oui, je suis à l'école nationale Polytechnique en deuxième année cycle préparatoire qu'on vient d'achever. Voilà, parfait. Et vous faites partie d'un club, club scientifique, le club CAP. Le club d'activités polyvalentes, comme son nom l'indique, c'est un club qui a été créé en 2010 par un groupe d'étudiants, voilà, donc qui donne beaucoup de... C'est-à-dire il est sur 3 aspects, donc culturel, scientifique et caritatif. Oui.
Et dans un moment, on va parler un petit peu. Le CAP, c'est un peu un échappatoire à tous les étudiants de Polytechnique, de toute cette charge et de toute cette pression qu'ils confrontent quotidiennement à l'école. Parfait. On va parler un petit peu de cette confrontation avec le CAP et puis avec les étudiants. Avec nous, Abdelhadi Akroul, bonjour. Bonjour, ça va? Bienvenue parmi nous. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous dans ce plateau. Vous aussi, vous êtes en deuxième année. Oui, exactement, j'ai achevé mon cycle préparatoire cette année avec Tininen. Alhamdoulilah, donc l'année prochaine, c'est la spécialité. Inch'Allah. Ouais, et ça va bien se passer sûrement. Vous faites partie, vous aussi, de ce club scientifique, le CAP? Oui, je fais partie de ce club et je suis chef de projet de cet événement Business Challenge. Voilà. Alors, comme vous me le disiez, vous, auparavant, les années passées, vous faisiez partie juste des participants. Et cette année, vous êtes les organisateurs. Oui. C'est cela. Nous sommes ravis de l'être d'ailleurs. Nous sommes organisateurs et lui, il est chef de projet de l'événement tant attendu Business Challenge qui va se dérouler d'ailleurs pour le 12, le 13 et le 14 juin. Et voilà. Alors, les participants, l'appel a été lancé, c'est-à-dire les participants, ça y est, savent qu'ils peuvent prendre part à cet événement, de cette compétition, on va dire. En fait, les inscriptions, elles ont débuté. D'accord. Et pour ce qui est de la deadline, ce sera pour demain, donc le 1er juin. Ça y est, vous fermez les listes? Voilà. Oui. À minuit? Oui, à minuit. Et on aura environ 15 équipes participantes qui vont s'affronter. Voilà. Qui vont s'affronter. Qui vont s'affronter, qui seront formées de 5 équipes, enfin de 5 membres chaque équipe. En gros, Business Challenge, c'est une compétition managériale stratégique qui, en fait, il y a des entreprises partenaires qui vont proposer des problématiques et ces participants vont essayer de résoudre ces problématiques à travers des stratégies qui vont eux-mêmes mettre en œuvre. D'accord. On a l'habitude de recevoir des étudiants justement qui nous parlent, c'est assez nouveau ces dernières années, les entreprises qui prennent part à cette belle habitude donc, créée par les étudiants et surtout pour trouver des solutions. Alors c'est vraiment concret dans l'entreprise et vous êtes soumis à ce genre de problématiques. Exactement. En fait, c'est, on va dire, une préparation au monde réel. Au monde réel, voilà, à la vie professionnelle. Alors pour l'instant, vous êtes étudiant, vous planchez sur vos feuilles d'examen, mais aujourd'hui, vous êtes confronté à des réels problèmes donc, dans la société, des problématiques, c'est cela, et que vous essayez donc de solutionner. D'ici le lendemain, quand ces étudiants vont se mettre dans de vraies entreprises, ils devront faire face à de vraies problématiques. Ils auront, je dirais pas une expérience assez bonne, mais quand même, ça devrait déjà être une expérience où ils ont été affrontés à des problématiques qui sont proposées par des entreprises elles-mêmes, où ils ont travaillé à donner des solutions et des stratégies assez cohérentes. Tout à fait. Alors vous êtes la chargée de communication, donc c'est cela dans le projet? Oui, je suis dans le département de communication. Oui. Vous êtes donc bien placé pour aller vers peut-être les entreprises, aller poser les questions qu'il faut, essayer de vulgariser au sein donc, du club? Alors je dirais plus, ça devrait être pour le département relations extérieures, c'est eux qui sont chargés de faire beaucoup plus ça. Donc c'est eux qui partent envers les entreprises, envers des comme d'ailleurs on a fait partenaire avec la banque AGB. Ils sont partenaires et ils parlent avec les entreprises. Comme Faderco d'ailleurs cette année, on a eu l'opportunité d'être partenaire avec eux. D'accord. Donc voilà, et voilà, je dirais que c'est plus pour le département relations extérieures que communication. D'accord, ils vous ouvrent les portes. Aujourd'hui, les entreprises sont contents de travailler avec des jeunes qui sont encore à l'université, pas encore diplômés, mais qui aspirent bien sûr à travailler dans de grandes entreprises. Voilà. C'est ce que vous allez faire. Alors, les étudiants sont fin prêts? Oui, enfin, en fait, après cette compétition, des formations vont être effectuées. En plus des formations proposées par nos entreprises partenaires, il y aura des formations par exemple sur le public speaking, sur problem solving, où il y a aussi intelligence artificielle et UX, UI, design and printing. Voilà, design and printing. Alors comment va s'articuler finalement le challenge? C'est sous forme de thématiques comme vous venez de citer? En fait, comment ça va se dérouler? Il y a 2 phases. D'accord.
La première phase, ça va être le 12 et le 13, où il y aura la résolution de la problématique proposée par nos entreprises partenaires. Et puis le dernier jour, qui va être le 14, où la présentation des solutions, de leur stratégie. Face aux entreprises? Face au jury. Jury. Voilà, un jury qui va évaluer voilà, le jury qui est composé de on n'est pas censé vous annoncer maintenant les jurys, ni les coachs, ni d'ailleurs les problématiques, parce que c'est un truc qui doit être annoncé le jour J. Mais pour mettre avec le suspense. Ça va être des jurys de hautes compétences et on a bien choisi, vous inquiétez pas. D'accord. C'est vous qui avez choisi ou c'est... Non, pas toute seule, mais avec le comité, avec toute l'équipe organisatrice, bien évidemment. Ok. Donc, il y aura aussi une récompense à la fin. Bien sûr, des récompenses vont être... En plus de l'expérience, il y aura des récompenses qu'on va annoncer prochainement sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur notre compte Instagram CAPENP. D'accord, voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qui vous motive le plus quand vous organisez ce genre de challenge? Par exemple, pour les années passées, vous étiez dedans sans pour autant avoir toute cette responsabilité. Aujourd'hui, vous êtes dedans, plein dedans, avec toute la responsabilité de la réussite donc, du challenge. C'est incroyable. C'est incroyable? Vraiment, c'est incroyable. C'est une expérience exquise. Vraiment, je ne sais pas comment décrire cette émotion, ce sentiment de faire partie d'une équipe, de gérer une équipe tout entière, d'organiser cet événement de zéro. Vraiment, c'est... Bravo en tout cas, ça donne envie de venir participer, de vous voir à l'œuvre dans toute l'organisation bien sûr de ce challenge. L'ambiance en elle-même de Business Challenge, juste en voyant par exemple, si je vous fais passer une petite vidéo seulement, ça donne tellement envie, l'ambiance en elle-même, en tout cas personnellement ça me donne beaucoup envie. C'est chic comme événement, c'est des gens classe qui viennent avec leurs costumes, leurs chemises, à parler avec des jurys qui vont être, d'ailleurs qui nous évaluent. Franchement, c'est fascinant. Voilà. Alors, 5 équipes qui vont donc... 15 équipes, pardon. Sont formées de 5 membres chacune. Voilà, 5 membres chaque équipe. Donc, bien sûr, beaucoup de réflexion. Ça va durer toute une journée. De quelle heure à quelle heure? Bon, on n'a pas encore défini à peu près le planning, mais une journée, on va dire 8h à 16h. Bon, on ne sait pas encore. On n'a pas encore planifié exactement, mais une journée. Une journée. La première journée et la deuxième journée. Voilà. Et enfin, la dernière journée pour la présentation des stratégies, des phases au jury. Face au jury. Et bien sûr, là encore une fois, ça sera une belle réussite pour vous. Vous l'espérez. Les examens sont finis? Alhamdoulilah. Voilà, et vous êtes prêts à passer au cap supérieur, bien sûr. L'année prochaine, vous allez donc, Inch'Allah, vous allez présenter votre spécialité. C'est cela? Pour l'instant, nous ne sommes pas encore orientés en une spécialité précise, donc on ne peut pas vous dire directement notre spécialité, mais ça va être pour bientôt. Donc juste après l'événement en lui-même, on sera fixé. Enfin, on sera orienté chacun à une spécialité précise qui le convient, espérons. Et à travers ces différents challenges que vous organisez ou auxquels vous prenez part, est-ce que déjà vous avez une vision future sur les différentes entreprises ou actions dans lesquelles vous aimeriez évoluer? Alors, je dirais une vision globale, oui. Des entreprises, il y en a beaucoup. Et pour se lancer comme ça, donc en avoir une vision générale, il faut en avoir, surtout en étant à l'École nationale polytechnique. C'est bien, tu n'es pas certainement dans le bain et puis c'est bon. Donc oui, on se voit un peu dans des entreprises, comme d'ailleurs les entreprises avec lesquelles on va travailler, dans tout ce qui est marketing, business, voilà, tout ce qui est gestion de stock, optimisation, etc. Vous commencez à postuler ou pas encore? Alors, parce qu'on a passé une étape assez chargée. Déjà, la prépa, c'était pas du tout facile pour nous. Donc, une fois que cette étape a été achevée, maintenant, on peut commencer à penser, à postuler, à se faire des portfolios, des CV. Déjà. Alors, et pour vous? C'est la même chose, je n'ai pas encore postulé. Je suis en train de faire quelques formations, pourquoi pas, des formations pour me préparer à la vie professionnelle.
Inch'Allah, je commence à préparer mon CV. Voilà, c'est important, le CV, un bon CV. Il faudra suivre notre rubrique pour pouvoir continuer à optimiser vos chances dans le domaine donc, du recrutement avec notre ami Yassine Yalla. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On rappelle l'événement, allez-y, faites-nous encore une fois donnez-nous envie de venir voir de plus près. Business Challenge, c'est un événement à ne pas rater. C'est une opportunité en or. Vraiment, foncez. Inscrivez-vous. Il ne reste que quelques heures et bonne chance. Ce soir à minuit, c'est fini? Oui. Demain, enfin, oui. Voilà. Ce soir à minuit. Très bien. Merci beaucoup. Je rappelle, Abdelhadi Akrour, vous êtes membre du département ressources humaines, chef du projet Business Challenge. Bon courage pour vos études. Merci. Et puis bonnes vacances après. C'est mérité. Et puis Tin Hinan, merci beaucoup. Vous êtes chargé donc, du département communication. Vous aussi, vous êtes en 2e année et, Inch'Allah, 3e année avec une nouvelle perspective d'orientation. Voilà. Merci à vous d'être venus. Voilà, on a terminé notre émission. J'espère que vous avez apprécié. Beaucoup. Eh bien, tant mieux. Continuez à nous faire donc de belles présentations challenge comme ça et puis on pourra en parler et les présenter. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié. Merci.